Dans les heures qui suivent l'erreur de navigation de son capitaine, l'équipage de la Méduse peut encore espérer s'en sortir à peu de frais. Mais la frégate est comme figée sur son banc de sable, et ni le vent ni les marées ne parviennent à la libérer. L'espoir disparaît d'autant plus vite que les charpentiers prennent petit à petit la mesure des dégâts. La situation est désespérée et face à la sinistre évidence, les craintes de l'équipage et des passagers tournent vite à l'angoisse et au désordre. La chaleur et la promiscuité n'arrangent rien, l'indiscipline non plus. À peine tenu par des officiers qui viennent de faire la preuve de leur incompétence, l'équipage s'enivre avec d'autant moins de scrupules que l'exemple vient malheureusement d'en haut. Mortifié peut-être d'avoir saboté son bâtiment de manière aussi navrante, le capitaine Chaumaré ne dessoule pour ainsi dire pas. 2 jours ont passé, et le 4 juillet, une tempête brise ce qui restait de la quille sans libérer la coque pour autant. Cette fois, la Méduse est perdue, et son état-major décide d'abandonner le navire. Mais comme sur tous les navires de l'époque, les chaloupes manquent pour embarquer tous les membres, on en compte à peine 4 en état de naviguer. Dans le secret du carré des officiers, une liste est dressée pour identifier ceux qui auront le droit de monter à bord. Les autres seront laissés à la grâce de Dieu, ou presque. Dans l'urgence, l'équipage bricole à la hâte un vaste radeau à partir d'un mât, de la hune et de quelques planches. Un radeau qui sera attaché aux chaloupes. Le 5 juillet, il est mis à l'eau pour transborder une vingtaine de marins, une dizaine de civils et plus de 120 militaires. Sous le poids de ces 157 infortunés, le radeau ne flotte pas vraiment, mais affleure entre deux eaux, à 50 bons centimètres sous la surface. Chaque passager est plongé dans l'eau salée jusqu'aux hanches.